Ouais, peut-être ma question va porter sur justement cette première expérience que tu as eue en tant que SDR. Tu disais que c'était un job qui n'était pas facile. Et j'imagine que tu es dans un environnement où il n'y avait pas Lemlist, Salesloft, bon, bref, tous les outils qu'on connaît, et puis, etc. etc. Euh, Toi, aujourd'hui, tu as des gens qui vont se diriger vers ce poste-là de SDR. Si tu reviens un petit peu en arrière, euh, peut-être qu'est-ce que tu aurais pris en compte avec le recul dans le choix de la boîte dans laquelle tu as travaillé comme SDR? Tu as un peu des critères avec le recul que tu aurais pris en compte. Ouais, j'ai travaillé d'abord, la première fois que j'ai fait de la prospection, c'était effectivement avec un fichier Excel et mon téléphone portable dans une petite boîte où je vendais un petit produit radio. Et après, en fait, non, j'ai eu de la chance, j'ai bossé chez Picon, qui est un produit RH, et j'ai eu Salesloft. J'avais Salesloft à l'époque. Salesloft, c'est là où je travaille aujourd'hui. C'est l'outil que j'utilisais déjà dans ma boîte d'avant et c'est un outil qui vous permet de faire des cadences, des séquences, qui vous permet d'être super efficace dans vos activités de vente. Et franchement, moi, j'ai bien choisi. Moi, j'ai eu de la chance et j'ai pas choisi, j'ai eu de la chance, vraiment, parce que je me suis retrouvée dans une école de vente. Je me suis retrouvée dans un endroit où j'avais un manager formidable qui prenait le temps de nous former. J'étais bien équipée pour que je puisse me concentrer sur l'ajout de valeur, sur la créativité. J'ai eu de la liberté, puisque en fait, étant bilingue, ici, si jamais ça vous intéresse pour ceux qui parlent anglais, c'est génial d'être français à Londres et d'être dans ces métiers-là, parce que c'est très en demande de pouvoir parler plusieurs langues pour des boîtes qui se développent à l'étranger, mais qui, pour des raisons légales, et c'est beaucoup plus simple en fait d'embaucher à Londres et beaucoup moins cher, ne peuvent qu'embaucher que sur le territoire anglais. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a une flexibilité extraordinaire, une autonomie et une confiance qui est donnée, parce que bah, ils ne parlent pas français, les gars, donc ils sont là, bah, tiens, on te donne la France, amuse-toi bien. Et ça m'a vraiment permis de m'épanouir tout en ayant le support et la formation nécessaire pour apprendre le métier, pour apprendre la résilience, qui est essentielle dans ce métier-là. Oui, on s'en prend plein la tronche, oui, on nous dit non plus qu'on nous dit oui. Oui, c'est très difficile, c'est parfois un peu ingrat et parfois c'est magnifique parce que quand on fait bien son travail et qu'on a des résultats, c'est l'un des métiers les plus gratifiants. Donc, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc oui, pour vous. Alors, juste que je comprenne, vous, vous êtes du coup plutôt sur la formation SDR, c'est ça? Plutôt sur la formation account exec? C'est quoi le... Faut que je donne On des va avoir conseils. une diversité de profils. Pardon, D'accord. vas-y, je t'en prie, Amandine. Pardon, ouais, ça dépend des profils et justement, bonsoir. Moi, je suis contente de t'entendre ce soir parce que justement, j'ai jamais été SDR et BDR. On aurait pu être un peu twins, toi et moi, puisque j'ai aussi fait du market, des médias, je travaillais à la télé, des trucs dans le genre. Je me suis un peu égarée aussi de temps à autre. Et en vrai, là, je vais devenir donc account exécutive, mais j'ai jamais été SDR et BDR. Évidemment, toute expérience est enrichissante, mais est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne account exécutive sans passer par SDR, BDR ou... Me dis pas non, Merci pour please. cette excellente question, Amandine. Ouais, c'est une très très bonne question et je répondrai que ça dépend un petit peu des entreprises dans lesquelles tu vas te retrouver. Si tu te retrouves dans une entreprise qui fonctionne avec le système d'une équipe SDR, BDR et d'une équipe account exécutive, le fait d'avoir fait le métier, je pense, est un plus pour supporter les équipes qui te nourrissent, hein, qui remplissent ta pipeline, pour les aider, pour les comprendre, pour les coacher et pour mieux travailler avec eux. Et dans les moments où tu dois générer ta propre pipeline, parce que ça arrive, même dans les entreprises où ils ont séparé les rôles, les account exécutifs, souvent, on leur demande de générer 20% de leur propre pipeline. C'est vrai que c'est quand même bien de l'avoir fait. Maintenant, moi, j'ai des collègues qui aussi sont arrivés directement sur des rôles de account exécutive sans passer par le BDR, qui sont très successful. Donc, ce n'est pas un gage de succès, de la même manière, tu as des gens qui ont été BDR et qui sont des AI tout pourris. Mais ce n'est pas un gage de succès, c'est bien de l'avoir fait parce que ça te permet peut-être de travailler dans de meilleures conditions de collaboration ou d'acquérir tout simplement certains réflexes quand tu vas générer ta propre pipeline. Mais dans ton profil, là, Amandine, dans ta boîte, du coup, tu es account executive, ce qu'on appelle en 360, full cycle, tu dois générer ton pipe. On est... Alors, excuse-moi. Notamment, ouais, j'ai quand même 20%, comme tu me disais, où je vais quand même devoir aussi un petit peu chasser. Mais après, oui, j'ai quand même négocié sur le fait que j'avais quand même fait pas mal de négociations de contrats dans le passé et autres. Parce qu'au départ, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'un des deux cofondateurs, au départ, insistait pour que je passe par la case SDR, BDR.
Et j'ai un petit peu mis la pression gentiment, hein, mais en disant qu'à un moment donné, si on aime les profils atypiques, les gens de tout domaine et de tout secteur, et qu'à la fin on sert le même menu à chacun, et il faut passer par la case première, c'est un peu, c'est pas vraiment, enfin il y a promesse preuve, ça se tient pas là. Et du coup après des négos, bon ils ont accepté, mais après coup je me suis quand même dit bon, bah, j'espère quand même que je vais être à la hauteur de ce que j'ai vendu parce que bon. Bah, c'est sûr que du coup, tu as un peu plus de pression parce que tu as dit non, non, mais je peux le faire. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ce sont quand même des métiers différents, avec des besoins différents et des skills, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais Compétences. des compétences. Voilà, merci beaucoup. Des compétences différentes. Donc, je pense que ça va très bien se passer. Et puis nous, on vient de faire la semaine dernière une semaine de call, enfin on est quand même un petit peu, enfin même très bien, n'est-ce pas, préparé à tout ça. Donc je me dis qu'après tout, j'aurai certainement le bon bagage, hein, c'est ce que j'ai vendu aussi, mais ok. Ouais. Enfin, est-ce que toi, en vrai, si tu avais pu passer cette case, tu l'aurais passé après coup? Euh, Il y a un truc, non, je pense pas, parce que je pense que le plus important pour moi, ça a été l'apprentissage de la résilience. Mhm. Ça a été l'apprentissage de, ouais, c'est dur, mais continue en fait. Et il y a de la pression dans le métier d'ASIA, mais pas autant que dans le métier d'AI. Dans le métier d'AI, la pression, elle est quand même un peu violente. Et du coup, quand tu te prends des rejets et que tu n'as pas eu encore le temps de muscler cette résilience et de muscler, et même les sales les plus, qui ont le plus d'expérience, c'est toujours difficile quand même le métier de vente parce que c'est dur. Bah, je ne sais pas si j'aurais tenu la pression plus le rejet sans avoir eu cette année et demie de ouais, je construis ma résilience, mais j'ai de la pression parce que je suis SDA et que j'ai aussi des objectifs à faire, mais tu l'as quand même un peu moins que les accounts exécutifs. Les accounts exécutifs, c'est quand ça signe, c'est des héros, et quand ça signe pas, c'est des zéros, quoi. Donc voilà, pas de pression d'ailleurs, Non, Amandine. non, absolument pas. Non. Je te remercie. Non, mais après, la majorité, bon, je pense qu'il y a pas mal de SDR et BDR, donc c'est bien d'entendre ça, hein, de toute façon. Non, non, mais après, ça va aller. Mais je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question, si c'était à refaire, ouais, je le referais parce que je pense que ça a permis d'être une étape quand même pour construire des choses que je n'avais pas avant, à savoir voilà, ce fait de continuer quoi qu'il arrive, quoi. Merci. Je vais compléter peut-être ce que tu as dit, Coralie, et après être preneur d'autres questions de votre côté, plus sur le sujet, on va dire plus généralement de la prospe. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois souvent, c'est que soit c'est des profils qui vont me dire, OK, moi, je veux être AE direct pour en gros contourner cette case, parce que bon, ça me tente un peu moins, etc. Voire des profils qui vont me dire, je veux être AM pour surtout pas en faire, quoi. Et en fait, le problème, c'est que la prospe, tu en retrouveras toujours. Quand tu es SDR, bon, bah, évidemment, parce que c'est ton job. Quand tu es AE, parce que comme tu l'as très bien dit, Coralie, il y a des moments où tu n'auras pas de pipe et ton SDR, il aura beau se donner à 200%, bah, il aura beaucoup de mal à la remplir. Donc, il va falloir que tu l'aides. Si tu n'en as jamais fait, bah, bon courage pour l'aider à être efficace. Et quand tu es AM, même account manager, un des gros syndromes, et c'est pour ça que nous, on a des boîtes dont on forme les account managers, c'est qu'ils viennent nous dire, en gros, les AM, ils ne sont pas proactifs. Ils ne vont pas mapper un compte, se dire, OK, quels sont tous les interlocuteurs que je peux aller voir, quels sont les différents projets en interne, etc. Et du coup, ils sont sous-performeurs parce qu'en fait, ils ne veulent pas être dans la prospection, même au sein d'un compte qui est déjà signé en partie. Donc en fait, ce truc-là, c'est hyper important de se dire, même s'il y en a certains ici qui finissent account manager, gardez toujours en tête que vous devrez en faire. Donc le but, c'est de se dire, OK, si je dois en faire, comment je deviens bon sans être le meilleur du monde, mais comment je deviens bon et surtout, je deviens, ce que tu as très bien dit, Coralie, consistant, enfin pas consistent, pardon, Président. euh, résilient, ouais. Parce qu'en fait, le but n'est pas d'être le meilleur du monde, c'est déjà avec ce que vous voyez en formation, de le maîtriser correctement et surtout de le faire dans le temps. Et ça, déjà, si vous faites ça, vous avez éliminé 80, entre guillemets, éliminé 80% de la concurrence. Voilà. Exactement. Petit speech inspirationnel de balle sur la prospection. Ouais, Donc, c'est bien, du coup, je vais me challenger le week-end, je vais appeler des boîtes en me faisant passer pour quelqu'un d'autre pour décrocher des contrats. bah, vas-y. Tu vas passer pour ta propre SDR. Oui, bonjour. Pas mal ça. Ouais. Bah, merci Amandine, c'est une question très, très bien vue sur la complémentarité SDRAE, est-ce que c'est un passage obligé ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Coralie? Ouais, j'allais juste dire un truc en revanche, Amandine, si toi aussi t'es passée par les médias et tout ça, juste, et même pour les autres, je suis sûre que vous avez peut-être aussi d'autres profils et d'autres choses que vous avez faites.
un truc, moi, qui m'a beaucoup servi de mon passé de journaliste, c'est quand on est journaliste aussi, on doit vraiment... on doit aller voir des gens qui... moi, je me souviens, j'avais 21 ans et je couvrais la campagne et il fallait que j'aille voir François Hollande. Il faut que j'aille voir tous ces gens-là et il y a du monde et il faut se pousser, puis il faut aller poser des questions, puis il faut comprendre ce qu'on nous dit, puis il faut le ressortir. Et bien ça, c'est des compétences en fait, que vous allez utiliser dans la vente. Et vous allez voir que dans la vente, il y a beaucoup de compétences que vous allez utiliser. Donc, quoi que vous ayez fait avant, utilisez-le. Parce que la vente, c'est un truc super riche à faire. Absolument, moi c'est un peu de ça que je suis partie en disant que de toute façon on passe notre vie à soit se vendre, soit à séduire, mais de toute façon c'est omniprésent dans notre société capitaliste. Mais en dehors de ça, effectivement on peut toujours tout chiffrer. Quand tu as travaillé, il y a toujours des moments où si tu as fait des deals, des contrats, il y a toujours, moi en tout cas dans mon parcours, et comme tu le dis dans les médias notamment, il y a toujours des moments où tu dois négocier des choses avec des gens et ça peut toujours servir, quoi. On peut toujours essayer d'en faire quelque chose par la suite. Donc, il m'avait quand même bien challengé, hein. J'avais 1 heure et demie de scénario, d'exercice et tout. Donc, bon, je me dis que s'il a fait ce choix-là, c'était pas juste pour être sympa. Mais Non, c'est intéressant, oui. De se dire qu'à un moment donné, tout notre background, il peut être utile, quoi. Toute difficulté, tout challenge peut devenir une opportunité, quoi. Bon. exactement. Clairement. Ouais. Euh, Myriam, c'est moi ou tu avais levé la main? Tu avais Oui, peut-être oui. une question? Ouais, Oui. vas-y, je t'en Bonsoir prie. Coralie, bonsoir tout le monde. Donc oui, alors, j'ai 2 questions. La première, c'est selon toi, d'après ton expérience, quelles sont les qualités requises pour être un bon AE aujourd'hui? Très bonne question. Je vais me répéter beaucoup, mais au moins comme ça, vous repartirez de ce webinaire, vous en souviendrez, la résilience, ultra important. L'écoute, quitte à enfoncer des portes ouvertes, mais oui, c'est super important de l'écoute active. Et la capacité à être curieux, je pense que c'est important. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le métier de la vente, il évolue quand même beaucoup. Et les relations de vendeur à acheteur évoluent beaucoup. J'imagine que la plupart d'entre vous vont se retrouver à vendre des produits SaaS ou tech ou des choses comme ça, parce que c'est là que ça embauche beaucoup. Et voilà. Et la relation qui est créée entre le vendeur et l'acheteur sur des marchés en général très concurrentiels est ultra importante. Elle est plus importante que la connaissance technique, elle est plus importante que votre capacité à être super, comment dit-on, rigoureux sur votre follow-up, même si c'est très bien, même si toutes ces qualités sont appréciées. Si vous êtes capable de rentrer dans une conversation, de poser les bonnes questions, d'écouter activement ce qu'on vous dit, d'être curieux, d'aller challenger, de vous retrouver dans une situation un peu de consultant, c'est ça que les gens les achètent. De plus en plus. Les gens ils achètent des expériences, les gens ont l'impression de se faire avoir de tous les côtés. Et cette relation que vous allez pouvoir créer, elle va être ultra différente. Elle va vraiment vous permettre de faire ça. Et pour rendre les choses encore plus simples sur l'écoute, j'ai un de mes collègues qui a raconté une histoire la dernière fois, qui me dit que dans sa boîte d'avant, il y avait un mec qui était, ils disent en anglais, not the sharpest tool in the shed. Donc, pas l'outil le plus aiguisé de la cabane. Bon, il est un peu teubé, quoi. Et il me disait, mais ce mec-là, il faisait ses targets tout le temps, il éclatait les targets. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Il disait, mais c'est très simple, j'écoute ce qu'on me dit et je répète exactement ce que j'ai entendu. Et voilà, donc de temps en temps, c'est pas forcément compliqué, mais il faut écouter, quoi. Super, merci beaucoup. Et ma deuxième question, je suppose que tu es confronté à pas mal d'objections. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes qui sont super fréquentes? Ouais. Alors, le plus difficile, moi, je suis sur un marché très concurrentiel. Donc, de ce que je vends, il y a plein d'outils comme le mien. Pas aussi bien, évidemment, mais il y en a. Et bizarrement, même si c'est tout le temps, tu dois te battre contre la concurrence, là où je perds le plus de mes deals, c'est contre le statu quo. C'est contre, finalement, on ne va rien faire.
Finalement, on a décidé qu'on n'avait pas le budget. Ah, puis en fait, j'ai un nouveau CMO qui arrive, on va attendre qu'il soit là. Oh, puis on va repousser un petit peu. Oh, et c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les gens qu'ils ont besoin de changement. Et j'ai pas vraiment de réponse toute faite sur comment est-ce que tu fais ça, parce qu'encore une fois, ça va passer beaucoup par l'écoute. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que toi, Myriam, tu auras besoin de, je sais pas, changer de manteau cet hiver? Pourquoi Amandine, elle aura besoin de changer de manteau cet hiver? Peut-être que vous avez des choses complètement différentes. Peut-être que je sais pas, Myriam, tu as rencontré quelqu'un et que tu as envie de changer un peu de personnalité et qu'un nouveau manteau avec de nouvelles couleurs, c'est ce qu'il te faudra. Peut-être qu'Amandine, elle se pèle les miches depuis 5 ans tous les hivers et qu'il lui faut juste un truc un peu plus chaud. Et si tu veux juste vendre ton manteau sans essayer de comprendre pourquoi est-ce que toi, tu aurais besoin d'un manteau, tu vois, c'est là où ça marche pas. On peut plus vendre de la même manière comme ça à tout le monde. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui va faire que cette personne a envie de changer? Ok, très clair, merci beaucoup. Une réponse super compliquée à une question super simple. Voilà. Ah, mais Désolée. Non, mais en vrai, ce que tu dis est très intéressant, parce que c'est un peu une inversion de ce qu'il y avait avant, où si je caricature, avant le commercial, tu avais une information que ton prospect n'avait pas, par définition, parce qu'il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était toi qui étais détenteur du savoir et lui, il était en attente de ton savoir et tu lui délivrais l'information. Maintenant, c'était bah, je t'ai donné l'information, donc maintenant achète. À l'inverse, où en fait, ton prospect, il est surinformé et il se pointe en rendez-vous en disant, moi, j'ai besoin de ça, de ABC, alors qu'en fait, non, il a besoin de D, E, E. Et tu as une stat d'ailleurs intéressante, c'est aux US, tu as 67% du parcours d'achat en moyenne est fait avant qu'un commercial, enfin qu'un prospect entre en interaction avec un commercial. Donc ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il faut parfois démêler un peu la pelote de laine pour remonter au truc et dire non, 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 en fait, là, Amandine, tu me dis que tu as besoin de Sales of Enterprise, ton prospect. Bah, en fait, si je remonte tout ce que tu m'as dit, c'est pas ça. Et moi, je suis allé creuser, je suis allé voir ce qui me semble être tes enjeux et tes pains, et en fait, c'est pas ça. Et c'est d'autant plus complet, je trouve. C'est un peu genre l'inversion de ce qu'il y avait auparavant. Voilà. Enfin, d'où l'importance de ce que tu viens de dire sur l'écoute active, sa capacité de qualifier et de challenger. Et ce qui fait un petit teaser pour la semaine prochaine, parce que ce que vous verrez avec Geoffrey, vous avez beaucoup travaillé sur la qualif et la découverte avec Jade, pour ceux qui sont en formation ici. Cette semaine, la semaine prochaine, vous travaillerez plus sur comment est-ce que je crée ce qu'on appelle l'engagement mutuel avec mon prospect, justement pour conduire du changement. Voilà, c'était petit teaser pour la semaine prochaine, mais vous verrez ça avec notre ami Jeff. Du coup. Merci, Myriam, pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Oui, C'est oui, Chiki, oui, c'est j'ai que des deux filles qui posent des questions. questions, c'est super. Bonjour Coralie. J'ai deux questions. D'abord, chez Human School, on a beaucoup parlé sales, c'est un jeu super bien, on gagne bien notre vie et il y a beaucoup de créativité. Donc maintenant, je veux savoir, pour toi, est-ce qu'il y a un moment que tu trouves c'est plus difficile dans ta carrière en tant que sales? Euh, il y a, enfin, je réfléchis, hein, pardon. Pas de souci. La vente, c'est tellement des hauts et des bas qu'il y a des moments super difficiles, tout le temps, en vrai, franchement. Hier, j'ai perdu un deal, pourtant c'était un petit deal, mais je l'ai perdu pour les mauvaises raisons. Et ça m'a foutu dans une humeur. Et j'ai encore du mal à m'en sortir. Et ça m'a vachement démoralisée et ça m'a brisé la confiance. Et c'est vrai que ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'il y a des moments où on a construit cette confiance parce qu'on a eu des bons calls, on a eu des bons rendez-vous, on a signé des beaux deals et de temps en temps, on en a plusieurs d'affilée qui arrivent comme ça. Et quand c'est le cas, on se sent un peu on top of the world, quoi. On se sent un peu intouchable et puis en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Et puis c'est trop bien. Puis j'ai compris comment marche le truc. Et le deal d'après, bah non, celui-là, il n'est pas passé. Et celui-là, on se dit, mais c'est même pas pour les bonnes raisons, quoi. J'aurais pu faire quelque chose. Et le plus difficile, c'est de réussir à ne pas perdre de vue que ça fait partie du métier, quoi. C'est-à-dire que Ah, ok. c'est hyper
cheesy, comme ils disent en anglais. C'est un peu cucu de cette histoire de dire ouais, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Mais c'est un peu ça, en fait. Ça fait vraiment partie du package, quoi, sales, d'avoir des moments très difficiles et d'avoir des moments qui sont vraiment très... voilà. Mais je pense que sinon, si je pense à ma carrière de manière plus globale, je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a été quand je suis arrivée chez Salesloft et qu'ils m'ont mis en charge du marché français. Ce n'était pas tout à fait la raison pour laquelle j'étais embauchée à la base. J'étais embauchée comme n'importe quel autre account exécutif pour travailler sur tout le marché européen. Et comme je suis française, en fait, on s'est dit, bah, c'est con, autant faire l'expérience et essayer d'ouvrir un marché dans une langue étrangère. Et sur une entreprise de 700 employés qui pèse plus d'1 milliard, je me suis retrouvée voilà, comme ça, quoi, moi, là, avec ma salopette, à me dire, bon, bah, ok, j'ai tout le marché français. Et en fait, c'est une super opportunité, mais c'est aussi une super opportunité de me casser la tronche, quoi. Et la pression de me dire que soit je peux réussir et du coup vraiment faire une marque dans l'entreprise, faire une marque pour moi, pour mon expérience, quelque chose que je vais pouvoir utiliser, qui va me permettre de continuer de vendre et me vendre moi dans ma carrière et d'accélérer ma carrière parce que j'aurais pu réussir ce projet-là, parce que je suis un peu pionnière en fait chez Salesloft là-dessus. C'était très excitant, mais à la fois, si ça ne marche pas, la responsabilité de foirer une ouverture de marché, c'est énorme. Donc, les moments les plus difficiles dans vos carrières, ça va être aussi les moments les plus excitants. Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et parfois, c'est difficile parce qu'on se met des pressions, on se lance des challenges, mais c'est aussi ce qui fait que ce sont des métiers très gratifiants. Très Ok, une enrichissant. très bonne maîtrise des expressions en français comme en anglais. Hein. Mais c'est intéressant. Tu avais fini, Chigi, pardon? Oui, j'ai fini. Oui. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est ce qui m'a à la fois stimulée, et, enfin, comme tu disais, c'est excitant le fait de pouvoir toujours évoluer, et puis le côté où à la fois c'est un challenge, en même temps c'est peut-être c'est peut-être le moment où tu te casses tu te loupes, tu te rates. Mais moi, c'est aussi ce qui m'a un peu effrayée. Je me suis dit, parce que tout va toujours très vite, on est dans une société où on est toujours en train de courir après tout. Et je me suis dit, les ventes, est-ce que finalement, dans 1 an, t'es là, dans 2 ans, t'es là, et finalement, elle est con cette question, mais en disant, je suis où, quoi. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que ça va très vite. Tu évolues vite dans ces métiers-là quand même, enfin, c'est l'impression que j'en ai en tout cas, et c'est d'ailleurs ce que je recherche aussi d'ailleurs, hein, mais by the way, mais je me dis en même temps, est-ce que tu te fais pas un peu attraper par ce truc de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, et finalement assez rapidement arriver à un moment où t'es un peu, enfin t'es bloqué quoi, je sais pas. C'est une bonne question. Je veux pas te stresser, hein, je veux pas être l'auteur de tes prochains questionnements, mais... Non, c'est une bonne question. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu... Oui, il y a quelque chose de comme ça dans ce métier-là où tu as toujours envie de plus et ça s'accélère très, très vite. C'est vrai que moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai quadruplé mon salaire en 3 ans. Et quand je vois la vitesse à laquelle j'ai été promue et à la vitesse à laquelle mon salaire a augmenté, et je pense à mon père qui a fait une très, très belle carrière. Ce que j'ai fait en 3 ans, ça lui en a pris 10 à l'époque. Donc oui, il y a quelque chose de très exultant, mais un côté un petit peu, effectivement, on se burn un petit peu, effectivement. C'est vrai, c'est une bonne réflexion et c'est bien d'en être conscient que, de toute façon, il y a des pour et des contre, hein, et que le pour, c'est que vous pouvez aller très, très vite dans vos carrières et augmenter vos gains rapidement aussi, augmenter vos responsabilités rapidement. Ça vient avec le risque potentiel de se retrouver effectivement dans 10 ans et de dire bon, maintenant je fais quoi? Maintenant, il y a des gens, je parlais avec mon CAO, le big boss des ventes de Salesloft, et il me disait, lui, de son expérience, que le plus beau métier du monde, c'était pas infirmière ou docteur,
c'était... On a une autre d'expression dans le genre, mais Euh, faut pas que ce soit celui-là non plus. voilà, c'était c'était Enterprise Sales, donc vente sur les grands comptes, qui selon lui était un métier très enrichissant où effectivement il y a là on développe des compétences et des qualités, des relations qui sont très intéressantes parce qu'à la fois vous êtes sur un métier de vente, mais vous êtes un métier de consultant, vous avez des deals qui durent très très longtemps. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a des gens qui font ça pendant des années et des années et des années et qui construisent tout un réseau, tout un network, qui deviennent spécialistes dans les outils qu'ils vendent, dans les personnes avec qui ils interagissent et qui font des carrières extraordinaires, qui sont très bien payées d'ailleurs, et qui sont très contents de faire ça pendant très longtemps. Après, il y a une autre manière de se développer, c'est d'aller au bout d'un moment dans le management. Qu'on voit aussi. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'essayer de rester contributeur individuel pendant au moins quelques années avant de passer dans le management et de pas, quand la pression est trop forte, comme beaucoup le font, de SDR, passer SDR lead tout de suite parce que c'est un moment un peu difficile. Parce que là, vous êtes capé assez rapidement, je pense, dans vos capacités à faire des choses vraiment intéressantes dans les 10 à 20 ans. Mais oui, c'est une bonne réflexion et c'est bien d'en être conscient. Et pardon, après, je ne monopolise plus les questions. Est-ce que tu as le sentiment de bien réussir enfin, je ne te connais pas, et voilà, mais par rapport, tu as un poste qui a l'air conséquent, tu as des responsabilités hautes, tu as quand même une private life ou c'est comment? Très bonne question aussi. Alors, chez Sasoft, on est en vacances illimitées payées. Ce qui est Bon. cool parce que je suis complètement indépendante et je gère mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est ça l'avantage en fait Et ça peut être principal. un trap, ça, quand tu contrôles, en même temps, finalement, à la fin, tu t'arrêtes jamais, non? Je sais pas. Ouais, j'arrive à bloquer. J'arrive à bloquer. Là, j'ai eu 2 mois particulièrement chargés. Je me suis bloquée vendredi et lundi prochain parce que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour m'en poser. Cool. Euh, donc, donc ça, si vous êtes dans des bonnes boîtes, vous aurez la possibilité d'avoir cette flexibilité et c'est une charge mentale en moins de ne pas avoir à compter ses jours. Mm. Et c'est surtout ça, en fait, qui est important pour moi. C'est l'enlèvement de la charge mentale dans des boîtes où ils proposent des vacances illimitées payées. Après, je bosse tout le temps, en vrai. Ah oui. Dans ma tête, je suis tout le temps en train de bosser. Dimanche matin, je me suis réveillée à 5h15 et j'ai commencé à penser que en fait, j'avais une énorme journée lundi et que j'avais des emails que je n'avais pas envoyés et j'ai bossé du coup de 5h30 à 7h30. Voilà, je ne le fais pas tous les dimanches, je vous rassure, et je préfère le faire très tôt, moi, le matin, quand ça m'empêche de dormir, puisqu'ensuite, je profite de ma journée. Mais c'est vrai que c'est plus insidieux, en fait, parce que moi, je vends des deals en France, mais je vends des deals aussi avec des gens aux US. Donc, souvent, quand moi, j'ai déjà bossé depuis 8h, 8h30 du mat, en fait, j'ai des emails qui m'arrivent là maintenant de gens aux US qui me demandent des trucs pour demain, quoi. Donc, il y a du pour et du contre. Je crois que moi, je préfère avoir de la flexibilité sur Ouais, mes bien sûr. horaires et sur la manière dont je gère mon emploi du temps, quitte à travailler un peu plus. Aujourd'hui, c'est ce qui me convient. D'autres personnes préfèrent avoir quelque chose de plus Ouais. cadré, mais avec du coup moins de flexibilité. Et puis après, j'imagine que tu es passionné et que tu aimes ce que tu fais pour vouloir faire comme ça. Donc finalement, pourquoi Oui, pas, quoi. C'est bien. oui, évidemment. Mon métier me plaît. Et puis comme tu l'as dit aussi, après, c'est des questions d'organisation personnelle, de choix que tu fais dans ton organisation, etc. Parce que tu vois, pour donner un son de cloche un peu différent de Coralie, moi, je me suis toujours interdit de travailler le week-end. Alors, je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé, bien sûr. Mais vraiment, pour moi, le vendredi 20h, 20h30, quoi qu'il se passe, c'est terminé, sauf urgence, drame pendant le week-end. Voilà. Donc, j'ai très, 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 très rarement travaillé le week-end. Parce que je me disais, c'est la coupure, et moi, je me mets 2 jours, et j'ai besoin de ça pour souffler, pour être à 400% le reste de la semaine. Et après, du coup, c'est un autre équilibre que Coralie, où moi, ça m'a jamais gêné. Évidemment, je ne dis pas que Coralie finit à 17h, hein, je suis interprété à mes propos. Ça m'a jamais dérangé de finir très tard, 3 jours dans la semaine. De me dire, OK, lundi, mardi, mercredi, tu finis à 22h.
Ça m'a jamais dérangé. Mais c'est encore une fois une autre organisation. Et c'est des choix où tu te dis, bah, c'est pas grave, parce que sur ces 3 soirs-là, globalement, je fais pas de trucs exceptionnels. Je vais pas faire du sport ou je sais pas quoi. Et en revanche, je le fais le jeudi, le vendredi, pendant le week-end. Donc c'est vraiment aussi des questions d'organisation perso. Et de choisir un peu ses combats, quoi, à un moment donné. Et choisir ses combats. Ouais, ça, c'est en effet un gros sujet. On peut en parler un petit peu après, si tu veux, Coralie, sur. Ouais, tu as, une vraie question quand tu es à eux de choisir tes combats. Ton temps est limité. Donc, le temps que tu vas passer sur des opportes, bah, faut que ce soit des opportes. Ça vaut le coup d'y passer du temps. Donc, il y a un gros sujet, en effet, de choix de tes combats dans tes différentes opportunités. Ouais. Ça, on pourrait y revenir après, si vous voulez. Ouais, c'est intéressant. Je vais circuler un peu la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en suggère une, mais ça peut être n'importe quelle question. C'est comme tu bosses au UK, ça m'a certain que ça intéresse. Du coup, ce que tu vois comme spécifique dans la mentalité, dans l'écosystème aussi au UK, dans les boîtes anglo-saxonnes. Mais je la garde, on pourra la prendre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Yes, moi j'ai une question. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Je vais mettre ma caméra, attends, bouge pas. On va être pro corporate. Merveilleux. Sympa. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont très très intéressantes. Là, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir quel est ton rapport avec ton directeur, étant donné que tu parlais beaucoup de résilience et beaucoup de pression. Est-ce que tu en subis de sa part ou non? Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est ton ami qui t'avait dit dans un pub qu'en gros, il écoutait, il répétait ce qu'il entendait. Alors, il entendait de qui? Est-ce que c'était de ses clients ou alors de... Ok, d'accord. Ok, cool. C'est Ça clair. marche. Il me disait, mais genre, c'est quoi votre objectif? Ah, nous, on veut avoir chaud cet hiver. Ok. Donc, mon produit, il va vous donner chaud cet hiver, grosso modo. C'est c'est vraiment... je Pour prends le les, gars, je prends les trucs qu'ils m'ont dit, je leur pose la question et en fait, je leur répète exactement. Ils sont là, ah ouais, mais c'est exactement ce qu'on cherche, en fait. Pour commencer avec ta deuxième question. Première question est super importante. Et tu ouvres un sujet qui me tient à cœur. La pression dans la vente et la pression du management dans la vente. surtout, excuse-moi de te couper, surtout en Angleterre, puisqu'ils ont, je pense, on va dire, oui, ils sont différents de nous, donc ils sont vraiment axés sur la performance, sur l'excellence, si je puis dire. Donc, toi, comment tu t'intègres dans ça et c'est quoi le rapport concrètement que tu as aujourd'hui avec ton boss? Moi, j'ai un très bon rapport avec mon boss. J'ai de la chance aussi parce que moi, je surperforme. Donc, en général, quand tu es performant, on t'emmerde pas, ce qui est l'avantage. Maintenant, tu vois, là, par exemple, moi, j'ai fait mon trimestre, mais mon équipe l'a pas fait. Et du coup, je me mets la pression quand même pour signer un maximum cette semaine parce qu'on est en fin de trimestre là chez nous, pour mon équipe, parce que je ressens la pression de l'équipe, quoi. C'est pas que moi, j'ai envie que tout le monde, en fait, j'ai envie que mon manager fasse ses chiffres, en fait, de la même manière dont il a envie que je fasse les miens, parce que lui, son chiffre à lui, c'est le chiffre de toute l'équipe, en fait. Donc, moi, j'ai très bonne relation avec mon manager et moi, je ferai toujours très attention à la personne avec qui je travaille, avec mon manager, avec mon directeur des ventes. Et je vous engage à vraiment prendre ça en compte lorsque vous choisissez là où vous allez travailler. C'est très important de rencontrer votre manager, c'est très important que vous vous sentiez à l'aise. Moi, j'ai déjà refusé des offres. Alors, je ne leur ai pas dit que c'était pour ça, mais parce que je me suis dit, ça n'a pas collé avec mon manager. Ça, je vois pas le... J'étais pas dans une sensation, on allait travailler ensemble, j'avais tout de suite déjà une sensation vraiment de subordination qui était pas exactement ce que je cherche. Moi, je suis plutôt dans un modèle où mes managers sont des coachs et mes managers ont tendance à plutôt travailler pour moi que moi pour eux. Et c'est quelque chose, alors j'ai du mal à parler de la culture anglo-saxonne de manière générale, mais en tout cas là où j'ai travaillé et les entreprises avec lesquelles j'ai choisi de travailler sont dans ce mode de conception du management où le manager est coach. Okay. Je te remercie. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ouais, c'est très important comme question, donc faites très attention à ça. Si vous voulez, et alors, nous, on a un groupe en Angleterre qui s'appelle A's of London, où on a plein de cartes exécutives qui se posent des questions. Il y a une question qui a été posée un jour justement sur la pression dans les ventes. Cette personne décrivait certaines pratiques
dans son entreprise, par exemple, lors de leur one-on-one avec le manager, donc leur rendez-vous hebdomadaire. Hebdomadaire ou semi-hebdomadaire, c'est ce qui se fait en principe entre un manager et un AI, pour voir un petit peu où vous en êtes, voir si vous avez besoin d'aide sur des deals, voir s'il y a des choses que vous souhaitez développer, etc. Ces one-on-one, en fait, cette personne se faisait juste démonter sur des deals, en fait. Et c'était du coup des moments très stressants pour cette personne qui allait avec la boule au ventre. Et l'équipe, plutôt que de se faire encourager, se retrouvait dans des situations où le manager était juste très dur sur les personnes qui avaient des deals qui passaient sur le mois suivant parce que ça arrive. Parfois, on dit que ça va arriver ce mois-ci, puis en fait, il y a un truc qui se passe, ça n'arrive pas ce mois-ci. Et il y a eu une réaction de la part de la communauté qui a été de soutenir cette personne et de dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et il faut reconnaître que ce n'est pas normal et il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'endroits qui embauchent des AI, des SDR, il ne faut pas hésiter à dire non, moi je ne performe pas bien sous ce genre de pression qui marchent pas forcément. Il y a des gens peut-être qui performent très bien sous ce genre de pression et qui n'ont pas de problème, hein, attention, hein, ça c'est... Mais soyez conscients de ça. Et oui, il y a de la pression dans la vente, d'accord. Il y en aura toujours. C'est des métiers où il y a des chiffres à faire. Mais votre management ne doit pas ajouter à cette pression de manière, en tout cas, contre-productive et de manière qui pourrait vous faire sentir mal à l'aise. Voilà. Donc, voilà. Si c'est le cas, parlez-en à des collègues, à des gens qui sont externes à l'entreprise et potentiellement changer d'entreprise. Ok, cool. Je te remercie pour ta réponse. J'ai une dernière question. Attends, excuse-moi aussi, je vais juste compléter ce que tu as dit avec deux éléments. Parce qu'il se trouve que j'ai aussi été dans l'autre situation où tu dois manager une équipe commerciale d'anglo-saxons quand je bossais aux États-Unis, parce qu'il a fallu monter un bureau pour la boîte pour laquelle je bossais et recruter des commerciaux essentiellement américains. Et alors, de ce que j'avais vu par rapport à l'équipe commerciale qu'on avait en France, commerciaux américains, c'est tous les bons, en effet, n'ont aucun problème à parler de chiffres, que ce soit aussi bien de leur package fixe variable que des objectifs. Tout ça, ils n'ont aucun problème à parler de chiffres. Et du coup, c'est vrai que dans la culture commerciale, dans les différentes boîtes que nous on pouvait côtoyer, quand c'était des CRO ou VP Sales américains, tu voyais que c'était assez direct, hein, sur la manière dont ils parlent de la performance, de ce qui a été fait, etc. Moi, je me souviens d'un type, on avait beaucoup de mal, nous, à recruter des commerciaux américains parce que tu arrives, tu es une boîte française qui est aux US. C'est pas que tu es le petit poussé, c'est que tu es une coccinelle au milieu de géants. Parce que tu es dans la Silicon Valley, les sales sont payés entre 150 et 250 dès que tu parles à un account exec. Tu as des noms incroyables, Slack, LinkedIn, etc. Donc, tu n'existes pas. Et moi, je me souviens qu'on avait recruté un mec qui était très, très bon, qui s'appelait Scott. Et ça m'avait un peu étonné. Pourquoi est-ce qu'il avait accepté de venir bosser chez nous? Alors que le type avait super bon profil. Il venait de chez MongoDB, qui était une des boîtes qui payait le mieux, qui paye d'ailleurs toujours le mieux, je crois, aux US. Et il m'a dit, il y a différentes choses, mais une des choses, c'est la relation avec toi en tant que manager. Donc ça, je lui ai dit, ouais, mais comment tu pouvais le savoir? Parce que on fait OK, 2 entretiens, mais tu vois, c'est assez court quand même. Qu'est-ce que tu allais regarder? Il m'a dit, et je m'en suis souvenu après coup, il m'a dit, je t'ai posé une question à un moment donné, je t'ai dit, mettons que j'y arrive pas, donc je fais pas mes objectifs. On a une pipeline review ensemble, donc un meeting hebdomadaire, comme disait Coralie ou Bihebdo. On va prendre une opportunité et on va simuler en fait que j'y arrive pas, cette opportunité. Et en gros, ce qu'il a voulu voir, c'est comment est-ce que moi, je coachais un AE qui n'y arriverait pas sur une opportunité. Et donc, il m'a dit, c'était intéressant, c'est tu m'as posé un certain nombre de questions pour voir ce que je faisais pas bien. Tu m'as posé des questions pour me faire comprendre pourquoi c'était pas bien ce que je faisais. Et après, tu m'as laissé un peu de latitude sur, du coup, qu'est-ce que je peux faire au-delà de ce que tu viens de me conseiller de faire. Et en fait, il m'a dit, mais ça se voit en filigrane, c'est quelqu'un qui est un manager moins sain. Il m'aurait beaucoup plus dit ce qu'il faut que je fasse. Et en gros, voilà ce que j'attends qui doit être fait d'ici une semaine. Et donc, il m'a dit, en voyant un peu cette différence, je me suis dit, ça, c'est un manager, a priori, qui me paraît un peu plus sain. Je ne prétends pas être le meilleur des managers. Mais il m'a dit, ça, je l'ai vu. Et pour moi, c'était un critère important parce que j'étais top performer où j'étais. Mais pour moi, c'était au-delà du package, c'était important d'être dans un environnement où je me disais, ça va être simple parce que je viens d'avoir des gosses, j'ai des contraintes à côté, etc. MongoDB, ça m'a bien instauré. Je veux un truc où je performe bien, mais où c'est sain. Et voilà, et donc ça, en fait, tout ça pour vous dire, c'est un truc que vous pouvez aussi évaluer en entretien. Je trouve que cette question était très pertinente de me dire,
Tu dis à un ERCO, mettons dans une situation où j'ai une opportunité, j'y arrive pas. On construit ensemble, si tu veux, le scénario et tu me montres comment tu me coaches en pipeline. Voilà. Très pertinent. J'ai encore 2 questions, Coralie. Combien de temps tu as passé en tant que SDR? Et la deuxième question, c'est quelle est ta perspective donc après ton poste d'AE? Quel est le poste en gros enfin, qu'est-ce qui se passe après? Ils t'ont proposé CEO, je crois, c'est chez Salesloft récemment. Direct, ouais. J'ai fait 1 an et demi SDR. Ok. 1 an et demi. Et après mon poste DE, moi, j'aimerais bien passer sur un poste de manager. Ok. Voilà. C'est pas... on est en conversation. Moi, j'ai une Pardon? C'est gentil, merci d'avoir répondu. J'ai fini. Ah, parfait. Moi, j'ai une autre question. Je voulais savoir si dans ton pipe, du coup, est-ce que tu as que des grands comptes? Est-ce que tu as aussi des PME? Et par rapport au cycle enfin, à la vente, est-ce que tu considères que, du coup, quand tu t'adresses à des grands comptes, est-ce que la vente elle est plus complexe? Et si oui, pourquoi? Alors, mon territoire est plutôt effectivement sur les PME. Ceci étant dit, j'ai quelques comptes un peu plus importants sur lesquels je travaille. Mais oui, carrément, plus ton compte est important, plus ton process de vente il est compliqué. Déjà, plus la boîte est grosse, plus les process sont lents. Donc déjà en interne, les gens qui vendent en interne, en général, galèrent plus à avoir le budget approuvé, avoir le projet approuvé, à prendre suffisamment d'avis à droite, à gauche, puis il y a Michine à compta aussi qui elle, va regarder tel ou tel truc. Donc déjà, ce process-là, même pour les gens qui sont en interne dans des entreprises plus importantes, va prendre plus de temps. Donc toi qui es en externe, tu es obligé à un moment donné de te caler un petit peu aussi sur la vitesse à laquelle va cette entreprise. De plus, souvent, ce sont des contrats plus importants, du coup des investissements plus importants, et donc la nécessité d'avoir une compréhension précise des tenants, des aboutissants, du ROI, des besoins de mise en place, etc., va être plus importante. Donc, tu passes plus de temps à éduquer, à comprendre, à former, etc. Et souvent, c'est plus complexe en termes de produits, en termes d'humains, en termes de personnes à qui tu dois parler. Donc, souvent aussi, de ton côté à toi en interne, il faut que tu aies plus de gens qui rentrent dans la boucle. C'est-à-dire que moi, je signe des deals toute seule, il n'y a que moi, même si je suis en face de 6 ou 7 personnes dans la boîte, j'ai besoin que de moi parce que toutes mes connaissances sont suffisantes pour pouvoir signer ces deals. Dès que je passe au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs, je me dis, ah bah non, là, il faut que j'ai mon VP Professional Services qui vienne, qui ait une conversation avec eux pour comprendre exactement comment sont leurs équipes, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, qui me crée du coup un devis pour la partie onboarding. Ça, je ne peux plus le faire toute seule. En fait, ça va au-delà de ce que moi, je peux faire. Bah là, il faut que j'amène peut-être aussi des gens techniques de mon côté parce qu'ils ont un Salesforce qui est hyper complexe et qu'il faut qu'on puisse valider côté technique et IT comment ça peut se faire. Là, ça va au-delà de mes connaissances. Donc ça, en fait, c'est un peu un effet boule de neige, quoi, où non seulement les process sont plus lents, tu as plus de personnes à qui tu dois parler, tu passes plus de temps à éduquer et à valider en fait, le projet avant que les mecs signent. Et en plus de ça, de ton côté aussi, il faut que tu alignes un maximum de personnes en interne et en externe. Ok, et j'ai une dernière question là, qui m'est venue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, depuis que tu es dans cette boîte-là, de conclure très rapidement? Oui, oui, oui. Soit en one shot, soit vraiment, tu vois, en allez, 2 semaines, un mois, quoi, grand max. Oui, Ouais, Human School. ouais, exactement. Ouais. Tu rigoles, tu as pris du temps. Ouais, je crois que j'ai pris du temps en plus. T'as Ouais. pris du temps. Mon deal le plus rapide, c'est 24 heures. Et mon deal le plus long, c'était... Mon deal le plus long, bah là, je suis sur le point de signer un deal qui a commencé il y a... Enfin, je vais le signer avant décembre. Et il a commencé en novembre dernier. Et ça, c'est particulièrement long. Ouais, c'est long. Mais ici, en moyenne, c'est 2 mois.
Ok. Mais après, nous, on a des gens, ce qui est cool, c'est que c'est un outil que les gens, d'habitude, adorent. Pas tout le monde, mais on a une grosse proportion des gens qui l'adorent. Et on a des gens qui passent de boîte en boîte et dès qu'ils arrivent dans la boîte, ils l'achètent. Là, j'ai mon collègue qui a signé un deal hier et le mec, c'est la 4e fois qu'il achète ses offres. Parce qu'il arrive dans une boîte, son job, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de revenus. Il regarde les outils, il dit on n'a pas 16 offres. Déjà, c'est le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va acheter 16 offres. Il vient nous voir et en fait, il nous prend une commande, quoi. Donc ça va très vite. Ok. C'est comme on est client et partenaire de Salesloft, enfin, je comprends objectivement le point, c'est qu'en fait, quand tu te mets à utiliser Salesloft, tu comprends que c'est un outil qui a été fait par des commerciaux. Pour plein de raisons, dans les fonctionnalités, ça a été pensé par des commerciaux. Tu sais, encore un truc qu'on a découvert tout à l'heure, on avait une session avec justement de formation sur Salesloft. Tu peux t'identifier, ce qu'on appelle des hot leads dans Salesforce, ce sont des gens qui vont faire un certain nombre d'actions combinées qui te permettent de dire s'ils ont fait tout ça, c'est qu'il y a un intérêt, voilà, perceptible, quoi. Donc ça te permet sur une séquence de prospects, même si la personne ne t'a pas répondu, de quand même te dire, OK, celle-là, je vais la sortir, Coralie, parce qu'elle est sur le site web, elle a regardé l'email 4 fois, elle a fait telle autre action, et de pouvoir te dire, OK, bah, ça, c'est quand même prio, et il ne faut pas que je la mette dans la séquence traditionnelle, il faut que j'aille l'adresser en direct. Ce genre de truc-là où tu te dis, en effet, ça a été pensé par des commerciaux. Et donc, une fois que tu as développé des habitudes là-dessus, je comprends que le type se dise, bah, moi, c'est ma bécane. En fait, c'est comme quelqu'un qui ferait de la compète à moto. Il dit, c'est ma bécane, j'ai l'habitude d'aller vite dessus. Voilà. C'est exactement ça. Mais ça, non, mais ça m'a frappé tout à l'heure quand on a la formation de se dire, OK, ça, c'est typiquement un truc, tu vois, qu'un commercial a pensé parce que tu as été confronté à ce genre de situation qui te dit, OK, dans la séquence, j'ai l'impression qu'il se passe rien. En fait, si, il se passe des trucs, mais c'est juste que c'est pas forcément visible au premier regard, quoi. Moi, j'avais une autre question, parce qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant. C'est toujours un grand sujet. Parce que tout à l'heure, Sif parlait de la pression liée à la performance, aux objectifs. Je fais une petite parenthèse, j'avais oublié de le dire sur l'instant, mais ne vous inquiétez pas, quand vous êtes entrepreneur, et je pense qu'il y en a certains qui veulent être entrepreneur à un moment donné, cette pression-là, vous l'avez, et c'est plus que de la c'est pas que de la performance, vous l'avez à tous les niveaux, aux salariés, enfin, etc. Donc, get ready, si vous voulez monter une boîte un jour, la pression que vous avez en commercial, je ne sais pas qu'elle est plus forte en tant qu'entrepreneur, mais elle est plus variée encore. Toi, donc, qui dit performance dit objectif. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi, je ne te demande pas tes objectifs en tant que tel, hein, mais quel est ton modèle d'objectif, comment est-ce qu'il a été modélisé, et comment ça se passe, la définition de tes objectifs avec ton manager? Ouais. Alors, moi, en fait, je dois signer, j'ai un objectif annuel. Mon objectif annuel, il est de 650 000 $, qui est ensuite distribué en 3 trimestres. En 4 trimestres, pardon. Oui, c'est ça, un trimestre. Donc, par trimestre, je dois faire 160 000 $, un truc comme ça. Et c'est comme ça que je suis vraiment targetée, que je suis vraiment commissionnée. Maintenant, nos managers aiment bien quand même nous pousser à être consistants. Et du coup, il y a une pratique qui se fait dans notre équipe où on considère en fait qu'on est en mensuel. Même si on n'est pas vraiment en mensuel, on va quand même aller voir, on va quand même aller célébrer ce qu'a fait ton mois en fait. Mais c'est comme ça qu'il est fait. Et ça, c'est un objectif de new business classique dans la boîte. La manière dont l'entreprise en fait réfléchit, c'est les CFO et les sales ops qui créent en fait les objectifs et qui créent du coup les salaires en comparaison. Donc, plus vous allez vouloir négocier votre salaire à la hausse, plus on va vous augmenter vos objectifs. Que vous le sachiez. Parce que en fait, il y a des ratios qui sont appliqués pour dire, OK, si mon commercial me rapporte 10, bah, je peux le payer. Et en général, c'est un ratio qui varie de 4,5 à 6. D'accord? Donc, on va dire plutôt, s'il me ramène 60, je peux le payer 10. OK? Donc, c'est le cas chez nous. Moi, je ramène 660 000 par an et mon salaire est à 110 000 par an. Donc, c'est comme ça que c'est pensé. Et si demain, j'ai une promotion, que mon salaire du coup est augmenté, mon objectif est augmenté. Donc, voilà, ça peut paraître parfois un peu embêtant, mais c'est normal en fait. Plus c'est comme ça, plus c'est plus de responsabilité en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Complètement. Ouais. Et juste pour préciser, les ratios que tu viens de donner, c'est dans le SaaS, quand c'est des ratios, quand c'est des, pardon, des industries ou avec de la vente one shot, les ratios vont être encore un peu plus gros. Donc généralement, c'est plutôt 7-8 le ratio. Donc on vous est payé 10 pour faire 70-80 parce qu'il n'y a pas de récurrent derrière. Donc l'objectif est un peu plus haut. Ok, ça répond complètement à la question. Ouais. Je redonne la parole à vous. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté, des points qu'on n'a pas encore abordés? Notamment chez des gens qu'on n'a pas forcément entendus jusqu'à maintenant, puisque qu'Amandine est à bloc et qu'elle a beaucoup contribué. Bonjour, moi j'ai une question. Déjà, Ouais. merci parce que c'est vraiment super intéressant. Quelle est ta journée type, tout simplement? Alors, journée type, je me lève à 3 heures du matin, je vais faire un footing. Non, je déconne. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je ne cours pas, je n'aime pas ça du tout. Non, journée type, je commence moi vers 8h, 8h30. Parce que j'aime bien avoir un petit peu de temps avant qu'on commence à m'envoyer plein d'emails pour pouvoir m'organiser un petit peu, etc. Et j'ai tendance à travailler jusqu'à... Ça dépend des jours. Si j'arrive à terminer, si j'ai plus d'appels et que j'ai terminé mon truc, là, quand on va être en début de quarter le mois prochain, ça va être un peu plus cool. J'ai des jours où je vais peut-être arrêter de bosser à 4h30, peut-être je vais peut-être commencer de bosser à 9h30, quoi. Donc voilà. Mais ça va être un mix d'appels sortants, principalement d'appels externes, et un peu d'appels internes. Mais c'est principalement des appels externes. Sur les appels externes, je vais avoir des démos, donc des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, qui se créent. Et je vais avoir des calls d'opportunités actives. Donc, en général, nous, on a, donc, je ne sais pas, vous avez peut-être l'habitude de dire des R1, des R2, des R3, etc. Mais voilà, moi, j'ai le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous démo. En général, on en refait un second pour voir un petit peu ce qu'on n'a pas vu, creuser certains points, etc. Puis, sur une opportunité qui va vite, il y a encore un troisième appel où là, on revoit la proposition commerciale, on parle de l'onboarding et on signe. Ça, c'est celles qui vont vite. OK, c'est 3 appels et c'est réglé. Pour les plus complexes, on peut en avoir là, j'en ai une très complexe sur laquelle je travaille. Je pense que j'ai déjà dû avoir peut-être 8 ou 10 appels avec eux, avec des équipes différentes, sur des points différents, avec des gens différents. Donc, ça peut être assez varié sur le nombre d'appels qui sont faits. En plus de ça, moi, j'ai une casquette d'account manager, donc j'ai aussi des appels avec mes clients qui peuvent être sur des bonnes pratiques, sur des questions de setup, des questions de renouvellement, des choses comme ça. Et entre ces appels-là, parfois, j'ai des appels un peu internes sur voilà, j'ai eu telle question d'un client, qu'est-ce que je lui présente comme option ou des formations, etc., etc. Donc, c'est un peu un mix. Je n'ai pas beaucoup d'appels entrants. Moi, je suis quand même beaucoup sur du sortant. Et entre ces appels, faut répondre aux emails, il faut créer les devis, il faut envoyer les récaps. Donc, c'est assez chargé. Super, merci beaucoup. Tu travailles avec combien de SDR et de BDR du coup? J'en ai j'ai un SDR outbound sur la France qui s'appelle Clément. Et il y a une équipe SDR inbound qui s'occupe de la qualification des leads inbound. Mais on est en ratio, sinon à outbound, un SDR pour un AI chez SalesLoft. Les ratios sont, d'ailleurs, ça c'est un point intéressant quand vous regardez pour aller où est-ce que vous voulez aller bosser. C'est les ratios SDR AI. Parce que dans ma boîte précédente, c'était un SDR pour 2 AI. Chez SalesLoft, c'est un SDR, un AI. Il y a certaines boîtes où c'est 2 SDR pour un AI. Ça, c'est les boîtes qui sont en mode accélération à balle. Et ça, c'est pas mal si vous voulez vous régaler avec plein de pipe. Donc, c'est le genre de questions que je poserais en entretien ou si on vient vous chercher. Très bonne remarque. Et de demander aussi s'il y a SalesLoft. Évidemment. Et puis, s'ils n'ont pas, leur dire qu'il faut qu'ils viennent me voir. Il est 19h05. On peut prendre encore peut-être deux questions qui me sont faites.
Alors, c'est le moment où se regarder dans le blanc des yeux, Coralie. Non, moi, j'en ai... Non, moi, j'en ai j'en ai une, François, si tu veux. Eh ben alors, vas-y, avec grand plaisir. Bonsoir, Coralie, du coup. Depuis tout à l'heure, tu parles pas mal de pression, enfin, j'imagine dans un sens c'est positif, bien évidemment, parce que ça montre une certaine implication et tout. Mais ce serait quoi le plus gros challenge que tu relèves quotidiennement, au-delà du fait d'être résilient et autres? Voilà. Est-ce que tu as identifié un challenge où tu te dis, OK, ça, je sais que tous les jours, je dois passer par là, et pour moi, c'est un challenge? Euh, c'est une bonne question. Je dirais que le plus gros challenge, c'est d'être personnalisé avec tout le monde. OK. Parfois, enfin, j'ai l'impression que moi, il faut que je me pousse parfois pour me dire non, ne réponds pas à la réponse basique que tu as juste envie de répondre pour pouvoir aller vite et passer à l'email suivant. Essayer de prendre le temps de te repencher sur ils veulent faire quoi, eux, dans cette boîte, et c'est quoi les conversations qu'on a eues jusque-là, et d'apporter de la valeur, en fait. En fait, ce besoin, cette nécessité constante d'ajout de valeur, qui parfois peut être épuisante, parce que c'est mentally taxing, comme ils disent, ça te demande beaucoup de matière grise, quoi. Ça te demande de réfléchir et que parfois, tu n'as juste pas envie de réfléchir et tu as envie d'envoyer des réponses un peu basiques et de passer à ton email suivant. Donc, voilà, cette nécessité d'ajout de valeur tout le temps est parfois challengeante parce qu'elle te demande de réfléchir et elle te demande de prendre le temps de faire mieux que ce que Hmm. le commercial du produit concurrent avec qui ils sont en train de discuter va faire. Ouais, c'est OK. C'est éviter de tomber dans une sorte de routine un peu robotique. Ouais. OK. OK, merci. T'es en mute, François. Fallait que ça arrive à un moment donné. C'est un point intéressant. C'est pas forcément ce que j'aurais dit spontanément, mais c'est un très bon point en effet de dire comment est-ce qu'à chaque fois je peux quand même créer de la valeur au-delà de la réponse technique standard qu'il y aurait sur la FAQ du site. Pendant que je posais la question, je pensais à un autre point. Je disais parce qu'aujourd'hui on avait un atelier où on bosse avec Devoteam. Devoteam, c'est une grosse boîte de services IT. Donc on avait un atelier avec eux. Il y avait un peu toute la smala Devoteam Top Management, quoi. Et on a eu cette question à la fin, enfin, les gars ont eu cette question à la fin, c'était, vous pensez que c'est quoi, avec le recul, ce qui est le plus dur pour les commerciaux? Et moi, je lui dis, en fait, je pense que ce qui est le plus dur, c'est que si tu veux être très bon performeur, vraiment très, très bon, ça demande un alignement de compétences, en plus de la chance, hein, je mets la chance de côté. Ça demande un alignement de compétences qui est quand même dur à avoir, objectivement. Parce qu'il faut faire preuve d'écoute active, c'est vrai, mais écoute pas active ne veut pas dire prise de brief, veut dire être capable de challenger et de faire réfléchir ton prospect différemment. Donc, c'est capable de challenger, mais être capable de challenger en pitchant une offre, une solution qui est la tienne, qui ne peut pas être modulée et modifiée 67 fois par prospect. Euh, Ça veut dire arriver à créer de l'engagement mutuel. Tu avances, tu bosses, lui aussi doit avancer, il doit bosser. Mapper le compte, comprendre le process de décision. Enfin, tu vois, ça fait, je trouve, beaucoup d'alignement de compétences, ce qui est cool parce que du coup, ça te fait travailler plein de domaines différents quand tu fais de la vente B2B. Mais ce qui, du coup, est challengeant parce que c'est très difficile d'arriver à tout mettre bout à bout. Et même quand tu signes des deals, tu te rends compte que tu les signes sans avoir tout mis bout à bout. Heureusement, parce que sinon, ça veut dire que c'est monstrueusement difficile. Mais c'est marrant, tu as des deals que tu peux signer où tu te dis, bah, on les a signés, et pourtant, je sais que j'ai pas fait ça. Voilà. Mais heureusement, parce que l'humain est imparfait, côté commercial comme côté acheteur. Mais je sais pas, je suis toujours frappé par le set de compétences que tu peux avoir, de la négo, de l'écoute active, même de la prise de parole en public. Enfin, tu vois, c'est un set de compétences qui est quand même très, très, très large. Voilà. Je vois pas de métier où le set de compétences, le spectre de compétences est aussi large, en vrai. Et au-delà de ça, tu dois être bon tout le temps, quoi. C'est ça. Tu peux pas te permettre, en fait, de pas être bon. Et c'est peut-être ça que je veux dire aussi. Et c'est Mmh. ça, tu vois, le fait que chaque email que tu envoies, il faut qu'il soit bon, quoi. Il faut qu'il ajoute de la valeur. Chaque fois que tu prends la parole, chaque fois que tu as une conversation, chaque fois que tu écoutes, chaque fois que... Parce que, enfin, je sais pas si tu as ce sentiment-là aussi, François, mais si tu veux... En fait,
je vais vous en sortir des citations là. Il y a, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bref, ça va me revenir. Qui dit Success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that matters. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à propos de la résilience, et c'est à propos de dire que voilà, c'est pas parce que tu as été bon une fois que tu vas être bon pour toujours, et que tu t'es planté une fois que tu vas être planté pour toujours, mais quand tu vas être bon performeur, t'es obligé, quoi. Tu es obligé d'être tout le temps bon, quoi qu'il arrive. Donc, et sur toutes ces compétences. Ouais. Et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, pour performer, quelque part, il faut toujours être à 120%. Et du coup, faut jamais tomber dans la facilité, quoi. Des moments où tu pourrais répondre des trucs qui vont passer, mais si vraiment tu veux quelque chose et tu veux convaincre, c'est pas juste en sortant 2-3 banalités ou en faisant du moyen que ça passera. Enfin, parfois ça peut, mais pas toujours, quoi. Tu as quelques produits qui se vendent tout seuls, où tu as très peu de concurrence, où tu peux te permettre d'être comme ça. Maintenant, tu gagnes moins d'argent en plus, souvent. Ouais, et est-ce que c'est ce que vous aspirez à faire? Bon. Juste apporter juste une nuance, c'est que en fait, tu peux pas surperformer tout le temps ou être bon tout le temps, c'est pas vrai, tu vas pas l'être. Ce qui importe beaucoup, c'est d'être conscient quand t'es pas bon, c'est-à-dire de le réaliser et de te dire du coup, qu'est-ce que moi je peux faire? J'en prends conscience du coup sur la suite, ça je peux encore le redresser. Tu vois. Mais c'est con, l'atelier dont je parlais aujourd'hui, Devoteam, donc tous les patrons de vent, je fais une intro pour présenter l'atelier, donc tu vois, les gars, ils ne nous connaissent pas. Je foire l'intro. Alors, pas catastrophique, mais je sais qu'elle n'est pas bonne. Je n'ai pas bien démarré l'événement, quoi. Et parce que j'ai oublié ce truc d'un bouquin qui s'appelle How to Pitch Anything, qui est quand on ne connaît pas quelqu'un, vous le voyez pour la première fois, vous avez votre cerveau reptilien qui se met en marche, qui dit Ah, Coralie, je ne la connais pas. Coralie, c'est potentiellement une menace. Donc, je mets de la distance, tu vois. Moi, en fait, je suis rentré dans le pitch, mais bam, direct, pour juste leur donner le contexte, pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on va se parler, etc. Et tu vois, donc ça, je l'ai foiré. Et je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est pas de te dire j'ai pas été bon, il faut être tout le temps bon. Non, c'est plutôt de te dire tu seras mauvais par moment. Il faut en être conscient. Il faut comprendre pourquoi tu n'as pas été bon. Et dans l'instant, c'est vrai, assez vite te dire ok, qu'est-ce que je peux faire qui surcompense. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit ok, ton intro, elle est nulle, gars. Donc, tu sais quoi, tu la coupes assez vite et tu vas vers ce qui peut avoir de la valeur, à savoir l'atelier avec Brendan, le gars de l'ex de Google, qui sont tous venus voir, etc. Et tu pars là-dessus. Parce que le reste, tu l'as foiré. Il faut couper. Je pense que c'est ça parce que tu seras jamais tout le temps bon, c'est pas vrai. Même si tu l'es la moitié du temps. C'est déjà pas mal. C'est un bon ratio. Ouais, clairement. Il est 19h15. Alors, je sais que toi, Coralie, tu as l'avantage d'avoir. Oui, tu as 1 heure en moins toujours. Ouais, j'ai 1 heure en moins. Mais nous, il est 19h15. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on prend une dernière question? Si on prend une question, c'est la dernière. Sinon, on s'arrête là. Comme vous voulez. Moi, j'avais peut-être une question. Vas-y, Antoine. Salut Coralie, merci déjà pour ton témoignage et tes bons conseils. On ne voit pas, Antoine. Pardon. Ouais, mais c'est fait exprès. Ah, d'accord. Je suis dans l'Eurostar, dans le tunnel. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous donner deux, trois tips pour pas travailler plus, mais travailler mieux? Parce qu'on avait un sales coach de YouMind qui a notamment expliqué que à partir du moment où il bossait mieux, ça arrivait pas tout seul, mais que son pipe se remplissait mieux et que derrière, forcément, il signait mieux. Donc, travailler pas plus, mais mieux. Ouais, Antoine, tu nous entends bien ou pas? Parce que moi, je t'ai entendu un peu comme si je te perdais. Eurostar oblige. Ouais. Mais elle était bonne, sa question, c'est bien. Je vais quand même y répondre, mais je ne sais pas s'il nous entend. Ouais, bon, Pierre, il a enregistré. Moi, je vous entends bien. D'accord, ok, toi, tu nous entends bien. Ok, nous, on t'entend pas bien du tout, ça grésille, mais du coup, tu as la réponse de Coralie. Nickel. Ouais, évidemment, travailler mieux plutôt que beaucoup, c'est une bonne stratégie. Se concentrer sur les deals qui sont closables. Et pour se concentrer sur les deals qui sont closables, c'est bien connaître son ICP. C'est qui les mecs qui achètent et comment je leur vends. Donc, ça commence dès le début sur l'identification des territoires, sur l'identification des comptes et des personnes à qui vous souhaitez vendre. Générer des opportunités là où vous savez qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a vraiment moyen de closer. Et ces gens-là, ces opportunités-là, bosser ces opportunités-là. Donc, ça veut dire aussi disqualifier ce qui ne va pas closer. Ça, clairement, ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est closable et c'est là où vous allez pouvoir travailler mieux plutôt que beaucoup.
Et ça revient avec la résilience un petit peu aussi, qu'à un moment donné, si ça marche pas, c'est mort, quoi. Enfin, faut lâcher prise aussi. Et se focus. Exactement. Ils ont une autre expression en anglais, puisque bon, voilà. Chase 2 rabbits, catch none. Si vous chassez 2 lapins, vous n'en attraperez aucun. Il y a une équivalente en français, mais à 19h14, je ne l'ai plus là, mais qui est dans la même idée. C'est courir plusieurs lièvres en même temps. Ah, ouais, mais qu'est-ce qu'il est bon, Nico, à 19h15. Nico, heureusement, Si sa vous avez culture besoin de de- chasse, c'est prononcé. Il y avait quand même Rabbit, hein, mais... Bon, bah, au moins, si vous n'avez rien appris sur le métier d'account exécutive, on aura fait le tour de quelques expressions désuètes. Non, franchement, merci beaucoup. Super enrichissant, super échange. Ça me fait penser à une boîte. Toi, tu as dû en entendre parler, Coralie, qui s'appelle Gong, G-O-N-G, qui est aux États-Unis. Et en fait, enfin, moi, j'avais fait un call il y a au tout début où ils se lançaient, enfin, non, je crois 6 ou 9 mois après leur lancement. Et je fais un call et on fait le R1. Et vraiment, aux 2 tiers du R1, l'accord exec me fait je suis désolé, je le fais en français évidemment, il était en anglais. Je suis désolé, mais je pense clairement qu'on n'est pas la bonne solution. Et je ne vais pas vous faire perdre du temps et je ne vais pas perdre mon temps non plus. Et je vous propose qu'on s'arrête là parce que je pense clairement que vous ne pourrez pas être client de Gong. Et en fait, eux, ils l'ont poussé à l'extrême parce que j'ai eu le débrief de cette stratégie, de cette approche commerciale quelques mois après, où eux, ils faisaient exprès, dans la plupart des cas, de dire non, vous ne pouvez pas être client de Gong. Et du coup, tu te dis, OK, pourquoi je ne peux pas être client de Gong? C'est quoi le problème derrière? Il disait, mais en fait, on veut créer le nom. On veut d'abord vérifier le nom, tester le nom, pour avoir plus facilement le oui. C'est une approche qui est inspirée d'une méthode qu'on appelle Sandler. Et ça m'avait un peu étonné. En fait, le gars m'avait dit, tu ne peux pas être client de Gong. Moi, je m'étais dit, mais pourquoi je ne peux pas être client de Gong? Bien sûr que je peux être client de Gong. Je suis sûr que ça correspond à mon besoin. Il dit, non, je suis désolé, je pense que ça ne va pas le faire. Et évidemment, tu es un peu piqué au vif et tu te disais, bah non, mais je veux y aller, quoi. Donc eux, ils l'ont poussé un peu à l'extrême, le côté on va essayer de disqualifier ou faussement disqualifier, quoi. C'est plus pour l'anecdote, évidemment. Oh, pas mal. On va s'arrêter là, il est 19h15, en effet. Merci beaucoup, Coralie. Merci à vous. Merci beaucoup. Coralie. Ouais, vraiment, super Yes, enrichissant. merci. Ouais, Merci. merci. Avec plaisir. Et puis dans les boîtes dans lesquelles vous serez embauché, s'ils n'ont pas 16 loft, évidemment, vous savez où me trouver sur LinkedIn. Évidemment. Bon, merci à tous, bon courage. Et ouais, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous voulez. Et voilà, si vous avez des questions, des trucs, tout ça, quoi. Top. Je te remercie, Coralie. C'était un plaisir de t'avoir ce soir à nouveau avec nous. Comme la dernière fois, en effet, très enrichissant et rafraîchissant. Euh, bonne fin d'après-midi de ton côté. Et puis de notre côté, bonne soirée à vous tous. Salut. Bonne soirée. Ciao. Salut.